Merci beaucoup, tout le monde, d'être là. Hein? Oui, merci. Alors, moi, je suis une personne qui vit avec la schizophrénie, entre autres, mais je vis aussi avec une femme merveilleuse. Ça, c'est une blague. Donc, c'est ça, j'ai été hospitalisé au Canada dans des hôpitaux psychiatriques. Bon, je vais avoir 60 ans, là, donc j'ai eu des problèmes mentaux vers l'âge de 16-17 ans, où j'ai entendu des voix et j'ai eu des hallucinations à jeun. Hein, ça arrivait comme ça. Là. J'ai été traité pour ça, puis une certaine époque, ils ont fait une réunion avec ma famille. Ils ont dit textuellement, ben Luc, il est fini. Luc, il n'y a rien à faire avec lui, il est très, très malade. Et puis bon, ma famille a refusé ce diagnostic. Et puis on m'a transféré d'équipe. Et puis la nouvelle équipe, c'est des gens qui parlaient rétablissement. Moi, je connaissais pas ça. C'était quoi? J'étais moi-même convaincu d'être fini. Et puis là, bon, on s'est mis à parler entre eux, on s'est mis à discuter. Puis un jour, ils m'ont demandé si j'avais un projet de vie, un rêve, une ambition. Ben non, moi, ma vie, c'était d'être malade, hein, c'était ça. Hein. Pour vous dire aussi que très tôt, à l'âge de 20 ans, je me suis marié. Donc, j'avais des symptômes actifs. J'ai eu 2 enfants, donc je suis content d'avoir 2 enfants, mais je vous dis ça. Donc, là, je suis plus, tu sais, je dormais 16 heures par jour, je prenais beaucoup de médication, j'habitais un petit 1,5. Là, j'ai réfléchi, moi, je me suis dit, j'aimerais ça être député. Hein, je me voyais, moi, député à l'Assemblée nationale. Mais après ça, j'ai dit, je pense pas de me faire élire avec mon passé professionnel. J'ai dit, tiens, j'aimerais ça être conseiller politique. Tu sais. C'est quelque chose qui me... Bref, c'est ça. Fait que je m'en vais à la rencontre avec mon intervenant. Puis il a dit, puis Luc, c'est quoi tu veux faire dans la vie? Ben, j'aimerais ça être conseiller politique. Fait qu'elle m'a regardé avec ses beaux grands yeux, elle a dit, hey, ça va leur faire du bien. Elle m'a cru. Elle n'a pas hésité pour dire, oui, c'est ce que tu veux faire, ben, je vais t'accompagner là-dedans. Et ça a été pour moi le déclenchement parce que il y a quelqu'un qui croyait en moi hein, au moment où moi, je n'y croyais plus. Et ça, c'est ce qui a fait toute la différence au monde. Fait que j'ai commencé comme ça, à aller dans des assemblées. J'ai commencé à fréquenter des trucs publics. J'ai commencé à fréquenter des filles, tu sais, puis j'avais un gros problème, j'avais pas d'érection à cause de la médication. J'ai été voir mon médecin, puis j'ai dit ça, tu sais, bon. Ah, bon, on peut t'enseigner, parce qu'avant, il avait beau me parler, mais tu sais, je comprenais pas, ou je voulais pas comprendre. Mais là, j'avais un but précis, je voulais avoir des relations sexuelles. Fait que mon médecin, il a pris ça, puis il a dit, ben, on va t'aider à avoir des relations sexuelles. Tu sais, il n'a pas parlé de schizophrénie, il n'a pas parlé des autres symptômes. Il a dit, c'est ça que tu veux, c'est ça, je vais t'accompagner là-dedans. Puis c'était pour moi le début de mon cheminement vers le rétablissement. J'ai appris le nom des médicaments, la famille des médicaments, la demi-vie des médicaments, etc. Ensuite de ça, j'ai suivi des formations, hein, parce que plus tu as de savoir, plus tu as de pouvoir sur ta vie. Après ça, j'ai eu des thérapies. Bref, je me suis rétabli, moi je le pense. Est-ce que j'en suis sorti? Non, parce que j'ai toujours un suivi. Moi, je prends des médicaments encore tous les jours. D'ailleurs, ma femme qui supervise, hein, dit Luc, oublie pas de prendre tes pilules, surtout la bleue. Hein? Donc, voilà. Et puis, aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus me voir en disant, vous savez, le mouvement du rétablissement, là, c'est des usagers, des personnes atteintes qui ont soulevé ce mouvement-là parce que on est tanné de se faire dire, il n'y a rien à faire, vous êtes malade toute ta vie, etc. Fait qu'il y a des gens qui font de la recherche, qui m'ont approché pour dire, viens faire de la recherche avec nous. Ah, OK.
Fait que j'ai commencé aujourd'hui, on appelle ça patient partenaire de recherche. Donc, parce que chez nous, au Canada aussi, il faut dire, pour avoir des subventions, tu es obligé d'avoir un patient dans ton équipe. Fait que ça aide un petit peu. Fait que donc, et moi, ben, j'ai seulement le lycée. Hein, j'ai pas pu aller à l'école longtemps. Puis après ça, ben, la faculté de médecine à l'Université Laval m'ont demandé de donner un cours aux futurs psychiatres pour justement leur montrer le rétablissement. Puis donc, j'ai pas ce qu'il faut pour m'inscrire au cours que je donne. Je ne serais pas accepté si je m'inscrirais au cours que je donne. J'ai pas le niveau. Voilà. Alors, c'était aussi, je suis fier de ça, j'étais le premier patient au Canada à enseigner, pas à témoigner, mais à enseigner aux futurs médecins que le rétablissement est possible. On ne vise pas la guérison, on vise le rétablissement. Et ben, comment il faut? Ben, il faut croire en nous. Il faut nous donner notre place dans la recherche, dans l'enseignement. Puis en même temps, parce qu'à l'Université Laval, ils ont dit 85% des recherches sont inutiles pour le patient. On aimerait ça maintenant, ils sont obligés de faire, c'est le fun, hein, de faire de la recherche axée sur les besoins du patient. Puis c'est ce qui fait, là, depuis qu'on a adopté cette façon de faire-là, ben, ça va tellement mieux, les soins progressent d'une façon vertigineuse, je vous dirais. Le rétablissement progresse aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. La façon de donner les soins. Puis les professionnels sont contents aussi. Qui ne rêve pas d'avoir un patient rétabli? Je pense que tout le monde rêve de ça. Puis donc, c'est un mariage entre le biomédical puis l'approche sociale. Ça, j'ai appris dans la recherche qu'être suivi juste par un psychiatre, c'est pas efficace. La recherche le démontre clairement, c'est pas efficace. La recherche démontre clairement qu'on ne se rétablit pas dans un hôpital. C'est pas possible. Donc, il faut être dans la communauté, dans son logement. Tu sais, moi, là, il n'y a personne qui aurait cru que je puisse un jour avoir un appartement, me marier. Mais heureusement qu'il y en a qui ont cru. Puis, donc, aujourd'hui, ben, j'ai demandé à des gens de collaborer, d'écrire avec moi. Ça s'appelle Cap sur le rétablissement, exiger l'excellence dans les soins de santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, en France comme au Québec, on a tout ce qu'il faut pour rétablir les gens. Tout ce qu'il faut, mais il manque la volonté politique des deux côtés de l'Atlantique, ça c'est clair. Parce qu'encore une fois, attendre que la pilule fasse effet, là, c'est dépassé, ça, c'est archaïque. Donc, il faut aller vraiment vers des soins qui fonctionnent, avec l'aide de psychologues, de travailleurs sociaux, d'éducateurs, etc. Finalement, c'est un travail d'équipe. Tout le monde doit travailler ensemble. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. Puis, P.A. Méthode, vous ne le connaissez pas, mais c'est un humoriste célèbre au Québec. Puis lui, il est bipolaire. Il a été hospitalisé 2 fois contre son gré. Puis lui aussi, il est rétabli aujourd'hui. Puis c'est un des humoristes les plus connus au Québec. Donc, il y a plein de témoignages aujourd'hui de gens qui ont eu des troubles graves, qui sont maintenant rétablis. Fait que je remercie beaucoup là, les gens du GU, c'est ça? du GU de Paris, de m'avoir accueilli, Emmanuel et Tim, puis aussi, vous savez, l'hôpital Sainte-Anne, c'est ici qu'est né les soins psychiatriques modernes. Hein. On étudie ça, nous, on étudie ça chez nous au Canada, là, surtout en 1952, quand Henri Laborit a amené les premiers neuroleptiques. C'est ici que ça s'est fait. Donc, on refait l'histoire maintenant en disant, ben, avec les neuroleptiques, parce que c'est pas l'idée d'enlever les médicaments, mais c'est d'en donner moins avec du support psychosocial. Je pense que c'est le message que je voudrais lancer. Merci. Merci, Luc. Oui, quand à moi, t'as pas. En fait, comment on peut Oui, ils ont le droit de poser des questions. Oui. Moi, je me présente avant. Je suis Emmanuelle Jouette, je suis chercheuse donc, au laboratoire de sciences sociales, santé mentale du GHU.
Et donc on a l'opportunité d'inviter Luc, c'est parce que nous avons réédité le livre avec Tim qui portait sur l'inclusion sociale, le rétablissement, l'empowerment, que nous avions édité il y a 7 ans maintenant. Donc là, il y a une nouvelle édition en 2019. Et Luc, en sortant son livre, il a dit qu'il faisait un tour français. Donc j'ai dit, viens donc, et on s'est dit, pourquoi on ne proposerait pas de faire une rencontre autour de livres. Donc c'est comme ça que ce moment existe, et je vous remercie d'être présent. Donc on peut, oui, si vous avez des questions à Luc, on peut en profiter. Je pense que c'est atteignable. Ce que j'ai réussi à atteindre maintenant, quand la ministre ou les ministres qui sont au pouvoir veulent changer des choses, mais je fais partie des gens qui sont consultés, donc je suis convoqué au ministère. J'ai le droit de rencontrer le ministre et le premier ministre, qui est quand même merveilleux, pour leur dire exactement ce qu'on vit, ce qu'on ressent, les lois qu'ils mettent en application, est-ce que c'est aidant ou c'est pas aidant. Mais malheureusement, vous savez, il y a des lobbying, il y a plein d'enjeux. Il faut faire notre place. Ça c'est plus difficile. Il n'y a pas longtemps, il y a une ministre qui a fait sa sortie publique en disant qu'elle avait une maladie mentale, puis qu'elle fonctionnait, puis qu'elle prenait des médicaments, puis qu'elle est allée en thérapie. Moi, à ma connaissance, c'est la première fois qu'une ministre ose. Donc, on voit que le mur est après tomber tranquillement. Là. Fait que non, je pense pas que ça arrivera pas un jour. Là. Je pense que ça pourrait arriver un jour que quelqu'un comme moi devienne député. Mais il y a encore du chemin à faire. Mais en fait, il faut être bien entouré. Au-delà, moi, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu. Si la personne qui est gravement malade est entourée de gens qui croient en elle, puis ils mettent des actions axées sur le rétablissement, le rétablissement va s'enclencher. S'il y a quelqu'un alentour de vous qui ne croit pas au rétablissement, le rétablissement, il ne se fera pas. Vous savez, c'est comme il y a une théorie, là, ils vont dire à quelqu'un, cette classe d'élèves-là sont tous mauvais, ils réussiront jamais. Puis là, après ça, avec un autre professeur de cette classe-là, c'est les génies, ils vont tous réussir. Mais cette prophétie-là, elle devient réelle. Celui qu'on lui a dit qu'il était mauvais, mais il ne réussit pas. Puis celui qu'on a dit qu'il c'était des génies, ils réussissent. Chez nous, nous aussi, j'ai travaillé 5 ans comme parent dans un hôpital psychiatrique, un peu comme ici, à Sainte-Anne. Nous, ça s'appelait Robert Giffard, l'Institut Robert Giffard. Saint-Michel-Archange, excusez, je cherchais le mot du Saint. Saint-Michel-Archange. Il y a des gens qui sont là depuis 40 ans. Puis quand les employés arrivent, il le dit ici, ils sortiront jamais, c'est fini. Alors, l'année passée, quand on a décidé de désinstitutionnaliser ces gens-là, il a fallu sortir tout le personnel, puis d'en rentrer des nouveaux, à qui on leur a dit, ces gens-là, là, ils ont une grande capacité de s'intégrer. C'est vrai ce que je vous dis. Là. Si on avait gardé le même personnel, ça ne serait jamais arrivé. Parce qu'on l'a essayé avec le même personnel, ça ne marchait pas. Donc, on a dit aux gens, vous en allez dans la communauté et on vous garantit, on a gardé ce qu'on appelle garder des lits ouverts, là, dans un jargon administratif, où les gens pouvaient accéder directement. Et aucune personne qui était là depuis 40 ans n'a exercé son droit de revenir à l'hôpital. Aucune personne. Aucune. Parce qu'elle était entourée de gens qui y croyaient fondamentalement. Donc, moi, je reste convaincu que au-delà de la capacité de la personne là, qui veut s'en sortir, c'est d'être entouré par des gens qui y croient. C'est des comportinos j'ai la misère à le dire. Les TCC? Merci! Oui, c'est ça. En fait, comme on dit, je ne peux pas changer l'événement, mais je peux changer la perception de l'événement.
exemple, ma mère, au décès de mon père, elle m'a placé dans un pensionnat. Puis j'ai toujours cru qu'elle m'avait abandonné. Mais maintenant, je sais que comme elle n'avait pas la capacité de s'occuper de moi seule, puis elle avait tellement d'amour pour moi qu'elle m'a confié à d'autres. Tu sais, mais ça a changé beaucoup ma perception de cet événement-là, qui fait que je suis beaucoup mieux aujourd'hui. Ben, d'abord, les futurs psychiatres, ils n'ont pas le choix. Fait que ça fait partie de leur cursus, ils n'ont pas le choix, mais je fais aussi des présentations dans des départements de psychiatrie où c'est volontaire. Alors moi, je fonctionne d'abord avec ceux qui veulent. Ceux qui veulent. Ceux qui veulent pas, ben, je me dis, ils vont finir par suivre. Et à date, ça va bien. Il y a des départements qui m'invitent en disant viens nous brasser un peu, là, viens enlever la poussière. Là, parce qu'ils voient les gens se rétablir, là, ils voient que ça fonctionne, fait qu'ils veulent comprendre. Fait qu'ils m'invitent. Ceux qui sont très réfractaires, ben, je vais vous donner un exemple. Quand je suis rentré par aidant sur l'unité de soins, là, il y en a qui m'ont accepté, d'autres pas. Il y a un psychiatre, ça y a pris 6 mois avant de me dire bonjour. C'est vrai ce que je vous dis. Puis après, oui, il y avait un problème. Puis là, après ça, il a dit OK, tu peux venir dans mes rencontres mes rencontres cliniques. Là, je suis allé. Et puis, après 3 mois, là, à un moment donné, j'ai dû m'absenter. Puis, il me cherchait partout. Il disait il est où le père aidant? Puis, c'est devenu le plus grand promoteur des pères aidants. Lui, il était convaincu que ça valait pas la peine. Puis, après ça, même qu'il disait je rencontre plus de patients sans le père aidant parce que c'est vraiment formidable. Puis, voilà. Fait que, moi, je pense que c'est persévérer, j'ai envie de vous dire. Puis offrez-les quand même qu'il viendra juste un. Ça va en faire un. Continuez à inviter les médecins. D'abord, ce qui est important que je tiens à dire, il ne faut pas tomber dans l'erreur d'exiger des diplômes académiques au père aidant. OK? Parce que le père aidant, sa force, c'est son vécu. Alors, si on dit, ben, on veut des gens diplômés, ben, comme père aidant, ben, à ce moment-là, payez-moi en double. Donc, il ne faut pas tomber dans cette erreur-là. Le père aidant, c'est comme moi, je suis un lycée, là, je pense que j'ai bien réussi comme père aidant. Donc, le père aidant, que moi, je travaillais dans le suivi dans la communauté, puis sur l'accueil à l'urgence dans les unités de soins. Donc, par exemple, dans la communauté, j'avais des jeunes qui ne veulent pas être soignés. Ben, c'est moi qui allais les voir. Là. Puis, c'est plus facile pour nous de créer un lien avec la personne parce que les gens disent, ben, là, lui, il me comprend, ou elle me comprend. Puis, donc, de créer le lien, puis après ça, les amener vers le médecin, les amener vers la pharmacienne ou des trucs comme ça. Là. On a cette facilité-là de rentrer en contact avec les gens. Aussi avec les proches, hein, d'expliquer aux proches, ben, arrêtez de découvrir parce que vous ne les aidez pas quand vous les couvrez, puis tout ça. Donc, puis nous, ben, on explique à la personne, ben, tu sais, quand on était dans ta situation, on vivait telle chose, puis on s'en est sorti. Fait que c'est ça principalement. Puis au niveau de l'équipe clinique aussi, eux, ils ont d'en face tous les jours quelqu'un qui s'est rétabli. Fait que ça change leur mentalité littéralement. Puis quand ils discutent de la personne, ben nous, on amène notre point de vue de personne qui vit avec la maladie. Voilà, puis de normaliser le plus. Puis aussi, moi, j'ai été père aidant auprès des cadres, des gestionnaires. Parce que les gestionnaires, ils prennent des décisions administratives qui ont un impact sur le patient. Donc, puis, il faut que ça soit axé vers leur établissement. Parce que leur établissement, ben, c'est de la souplesse, ça prend de la gestion, ça prend de la souplesse.
Si on veut donner du pouvoir aux usagers, ben, il faut que les intervenants aient du pouvoir. Si le grand patron ne donne pas de pouvoir à ses intervenants, ben, eux, ils n'en donneront pas aux usagers. Oui, ah, on applaudit. C'est vrai, c'est le même ça marche. Donc voilà, ben, en gros, c'est ça. Comment j'ai fait pour accepter la maladie et accepter les traitements? Donc, moi, ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Puis dans les recherches que je fais, là, tu n'es pas obligé de reconnaître ou d'accepter ta maladie pour te rétablir. Hein? Ça, c'est... Moi, j'ai accompagné des gens qui ne reconnaissaient pas, qui ne voulaient pas me voir, mais il y avait une ordonnance de la Cour, donc je disais, tu n'as pas le choix de me voir. Moi, je n'ai pas le choix de te voir. Mais c'est en créant des liens de confiance, en accompagnant les gens, que tranquillement, les gens deviennent bien. Puis surtout, les jeunes, on a remarqué qu'il ne faut pas leur parler de maladie mentale. Hein, quand tu as 18 ans, 19 ans, là, ils ne veulent pas... avoir une maladie mentale, c'est stigmatisant, vous savez. Donc, l'important, c'est de créer des liens de confiance. Puis, à un moment donné, quand ils seront prêts, bon, on va leur dire, ce que tu as, ça s'appelle la schizophrénie. Puis, s'ils disent, ah, je veux rien savoir, parfait. Quand tu seras prêt à en parler, on en parlera. Moi, ça m'a pris des années, je veux dire, plusieurs années avant de reconnaître. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller vers le rythme. Moi, je fais partie d'une équipe de recherche. Je suis payé pour être là, pour ça. Donc, on a un psychiatre, on a un psychologue, une pharmacienne. On a, excusez, j'oublie ce qui est, des neuropsychologues. En tout cas, il y a moi. Et moi, je fais des recherches sur les troubles psychotiques et leur établissement. On en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, pour moi, c'est l'avenir, hein, parce que la recherche, c'est un outil pour convaincre aussi les gens de changer. C'est un outil aussi pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Comme présentement, on est beaucoup dans la décision partagée. Hein. Donc, quand le médecin veut... Vous savez, le médecin tout-puissant qui sait tout, c'est fini. Hein. Donc, puis eux aussi sont bien contents. Donc, on fait des grilles, par exemple, sur les molécules, avec une grille qui dit cette molécule-là fait engraisser, cette molécule-là nuit à la santé sexuelle, etc. Puis ils décident ensemble, puis ils discutent ensemble. Alors, là, c'est là-dessus que je travaille beaucoup. Puis aussi, on est sur une autre recherche sur les applications électroniques qui ont démontré leur efficacité pour accompagner les gens qui ont des maladies mentales. Pardon? Non, c'est de l'information. Les applications, comment est-ce que vous dites? C'est une application. Vous avez sur le téléphone, là, qui nous donne... c'est ça, voilà. Donc, puis en même temps, par contre, ce qu'on ne comprend pas, puis ça, c'est universel là, en psychiatrie. Par exemple, si vous allez dans un congrès chez les cardiologues, puis là, vous dites, bon, ben, on a une recherche là, qui aide les personnes qui ont des troubles cardiaques. Et je vous garantis que même pas 8 mois, toute la planète va s'être branchée sur ces données-là. En psychiatrie, tu as beau démontrer, hors de tout doute, là, que c'est la façon de faire, les gens ne veulent rien savoir. Puis, moi, je ne comprends pas. Vous pouvez préciser votre pensée un petit peu? Est-ce que c'est les psychiatres, les psychologues, les neuropsy? Parce que ça mérite un peu d'attention. Oui. Écoutez, moi, je parle de la psychiatrie. C'est sûr qu'on a tendance à pointer les psychiatres, mais il n'y a pas juste eux. C'est sûr que y a des psychiatres, il y a certains psychologues, il y a des travailleurs sociaux. Effectivement, moi, je me promène dans les hôpitaux, puis excusez, on est très archaïque dans la façon de soigner les gens. Je n'ai pas vu ici, là, mais au Québec, je peux vous assurer qu'on est très, très archaïque. Et je ne comprends pas que personne... Hein? Encore pire? Je comprends pas que personne met le pied à terre pour dire
écoutez, là, ce que vous faites, là, c'est archaïque. Ça n'a pas sa raison d'être. Je suis allé, bon, je peux te dire, à Lyon, des gens en pyjama sur l'unité, c'est inacceptable. Inacceptable. C'est une atteinte à l'intégrité de la personne. Et si vous atteignez son intégrité, ben, c'est toute son estime d'elle qui s'est effondrée. Puis vous ne pourrez plus la rattraper, là. Ça ne se fait plus, ça. Les chambres d'isolement, ça a démontré son inefficacité. Et on continue à mettre des gens en isolement. Comprenez-vous? Vous dites plusieurs mois, c'est inacceptable. L'Organisation mondiale de la santé commence à appeler ça de la torture. Littéralement. C'est de la torture. Enfermer quelqu'un des semaines, c'est de la torture. Mettre quelqu'un sous contention puis le laisser là, c'est de la torture. Parce que au point de vue, encore une fois, thérapeutique, ça ajoute zéro. Fait que, s'il vous plaît, arrêtez ces pratiques. Le rétablissement, pour moi, c'est un processus sans fin. Et puis, le rétablissement, pour moi, c'est d'avoir une vie satisfaisante. Puis, on n'a pas tous la définition d'une vie satisfaisante. Puis, on n'a pas la même vision d'une vie satisfaisante à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans ou à 60 ans. Donc, c'est dans ce sens-là que quelqu'un... Il ne faut pas tomber dans... Il est rétabli s'il travaille, s'il y a une maison, s'il y a une auto, il ne faut pas tomber là-dedans. En anglais, il appelle ça il faut aller à partir de la personne. Toi, est-ce que tu te sens rétabli? Ça dit oui, mais c'est elle qui va le dire. Il n'y a aucun professionnel qui peut déterminer si la personne est rétablie. Puis juste en passant, là, quand les gens disent « moi, je fais du rétablissement », il n'y a personne qui fait du rétablissement à part les personnes. Ça, c'est important aussi de dire. J'en prends des pilules, mais je ne suis pas obligé, c'est un libre choix. Je comprends, c'est ça que je voulais dire, mais c'est ça, la médication est importante et fondamentale, mais il faut juste la baisser de son piédestal. Il faut la ramener là, à sa base, là, parce que le logement est aussi important que la médication. Travailler est aussi important que la médication. Ça, c'est démontré. Fait que c'est dans ce sens-là. Puis il ne faut pas que la médication nuise. Tu sais, les gens qui ont de la misère à se lever le matin parce qu'ils sont trop médicamentés, bien c'est ça. Non, il faut trouver un équilibre entre le bien-être et les effets secondaires. Parce qu'il y a toujours des effets secondaires. Hein. Donc, oui, la médication a toujours sa place. Le psychiatre a toujours sa place. Mais c'est un équilibre. Tu fais ce que vous appelez l'autogestion des médicaments pour toi ou pas? Oui, bien, nous, ce qu'on pratique, c'est la gestion autonome des médicaments. Autonome des médicaments, c'est que les gens, pour moi, tout le monde devrait gérer soi-même ses médicaments, même à l'hôpital. Où je travaillais, on l'a fait. On a fait un programme d'autogestion de la médication. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse se rétablir s'il a été 3 mois à l'hôpital où on a tout décidé pour lui? C'est sûr qu'il va rechuter en sortant. C'est écrit dans le ciel. Donc, il faut qu'elle gère sa médication. Il se peut que des personnes ne soient pas capables. Ça existe. Le rétablissement, ça n'empêche pas les ordonnances de traitement. Le rétablissement, ça n'empêche pas l'internement involontaire. Ça n'empêche pas tout ça. Mais il faut que ça soit fait en fonction d'aider la personne et non de punir. C'est ça qui est important. Ben, vous savez, c'est le propre de l'humain de toujours s'ostiner, mais il faut avoir le constat que notre ennemi commun, c'est la maladie. Mon ennemi, c'est pas la psychiatrie. La psychiatrie, c'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est la maladie. C'est comme ça que j'ai approché les psychiatres. C'est comme ça que j'ai approché l'Association des médecins psychiatres du Québec, où je suis allé donner des conférences en leur disant il faut être allié contre la maladie.
Et ça a fait son chemin, puis ils ont embarqué là-dedans. Mais oui, on chicane entre nous autres, pareil. Mais on essaie quand même, surtout devant le pouvoir politique, d'être unis dans ça. Mais moi, les gens que j'accompagne, dès la première rencontre, de façon systématique, je leur demande l'autorisation de parler avec la famille. Et 99,9 disent oui. Puis le point 1, là, c'est pas un non à vie, là, parce que tu ne peux pas te rétablir si ta famille connaît pas ton projet de vie, et n'est pas dans ta façon de penser à toi. Fait que oui, on fait de l'éducation, il y a des ergothérapeutes, on a des infirmières qui travaillent avec moi, là, qui font de la psychoéducation auprès des familles, pour justement leur expliquer le processus du rétablissement, puis comment eux, ils doivent se comporter finalement, pour mieux accompagner la personne. Voilà. Je vous remercie de la question, hein, parce que les troubles de personnalité, ils ont le plus haut taux de suicide parmi les malades mentaux. C'est les gens les plus rejetés du système. C'est des gens extrêmement souffrants. Et à Québec, on a développé une expertise. Vous irez voir, là, c'est le docteur Evans Villeneuve, là, qui a enseigné à peu près partout au Québec comment accueillir ces personnes-là. On a même une unité de soins à l'hôpital dédiée à eux. Donc, c'est important. Le trouble de personnalité, généralement, ne se soigne pas par la médication. Hein. C'est seulement par les thérapies. Là. Ça, c'est important. Donc, il a créé une clinique qui s'appelle le Faubourg. Vous allez voir ça, là. Où c'est 3 ans de thérapie pour les personnes. Mais aussi, au Québec, on a dans toutes les régions des associations de parents et amis. Et eux vont vous accompagner. Si votre proche ne reconnaît pas la maladie, ne veut pas se faire soigner, eux sont spécialisés là-dedans pour vous accompagner. De trouver la meilleure stratégie. Là, il y a plusieurs stratégies. Là. Mais oui, on offre du soutien et des services aux proches comme vous. Je pense que je reviens ce matin même d'un pays de l'autre côté du monde qui s'appelle l'Australie. Ce qu'on voit dans ces pays civilisés, je suis australien évidemment, c'est la formation à la santé mentale tout au long de la vie. Et ça commence à l'école. À l'école, déjà de 11 à 15 ans, tu étudies la dépression et l'alcool. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des gens dans cette pièce qui ont aujourd'hui un problème d'alcool, j'imagine. Vous êtes français, non? Et puis un quart, c'est à peu près 10% un jour donné, un problème de dépression. Donc les personnes déprimées, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? D'accord. Donc ces questions d'alcool et de dépression, tu dis ça à l'école, n'est-ce pas? Par définition, donc de 12 à 15 ans, vous sortez ça, vous avez une compétence. C'est quoi la dépression? C'est quoi quelqu'un qui est déprimé? Ils ont l'air comment? Je dois réagir comment? Et si je suis déprimé moi-même? Et il y a des choses différentes. Il y a des gens qui s'appellent des femmes. Il y en a une là-bas. Il y en a une autre là-bas. Ça tombe enceinte, je ne sais pas comment ça se passe. Tout d'un coup, c'est enceinte et il y a un truc qui naît après 9 mois, et avant ça et après ça, elles ont une dépression aussi. Et on commence à dire, et c'est normal. Et c'est pareil lorsqu'on parle du deuil, de la perte de quelqu'un, par exemple. Il y a une dépression qui suit. Ah non, c'est pas la dépression. Ben si, aussi. Des hauts et des bas. Bref, tu étudies ça à l'école, est-ce que c'est clair? Et tu commences à tout ce qui est entendre des voix, tout ce qui est désir suicidaire, donc des choses plus délicates, ça c'est non pas lorsque vous avez le problème, c'est vous étudiez ça à l'école, est-ce que c'est clair? Donc de 15 à 18 ans en Australie, ça fait partie du curriculum. Et c'est enseigné par qui? Par des professeurs, par les mêmes gens qui enseignent l'anglais, l'arithmétique et des choses comme ça. Ça fait partie des connaissances citoyennes, messieurs, mesdames.
des connaissances citoyennes la santé et la santé mentale. C'est quelque chose que tout le monde doit savoir. Comment bien vivre ensemble, comment avoir une bonne santé mentale, comment gérer ses dépressions. C'est normal. La dépression, c'est normal. Les hauts et les bas. Être heureux, c'est quoi ça? Et il y a des gens ici, cette fille-là, elle n'ose pas le dire, mais cette nuit, elle a entendu des voix. Ça s'appelle rêver. Il y a d'autres gens dans cette pièce qui ont fait ça déjà. Rêver. Le cerveau qui invente des images. Vous avez étudié ça à l'école, n'est-ce pas? Ici, c'est pas programme. Bon, il est temps de changer le programme. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est pas si facile que ça à faire. C'est une méthode, je vous suis pas Les effets de ça concrètement, c'est qu'il est normal d'en parler. Il est autour de la table avec les neveux et les nièces des copains, etc. en Australie la semaine dernière. Les gosses, les jeunes, ils en parlent. C'est normal. Il n'y a pas de stigmatisation. C'est même un peu valorisé d'en parler. C'est un peu de parler, d'entendre des voix, de parler oui, quelqu'un qui a un problème de schizophrénie, etc. Ça se parle. Et on le nomme. On n'utilise pas ce mot. On n'utilise plus ce mot. Il parle psychose, il parle entente de voix, il parle idées bizarres, il parle idées que je ne peux pas contrôler, etc. Donc, c'était juste ma réponse à cette situation-là, et c'est ce que Luc oublie de dire, qu'au Canada, c'est un pays civilisé aussi. Il y a beaucoup plus de santé à l'école pour tout le monde. Et ce n'est pas juste la santé négative, c'est la bonne santé aussi, ou les bonnes santé, comme j'aime toujours dire que c'est pluriel, que la bonne santé pour elle, c'est peut-être pas la même chose que la bonne santé pour elle ou la bonne santé pour elle. Et lui, c'est complètement bizarre, la bonne santé. OK? On a chacun nos définitions de ce qui est bien. C'est ça l'intérêt de la démocratie sanitaire. Voilà. Donc, Merci. Nous, dans notre situation par rapport à cette notion de rétablissement avec Emmanuel, on s'est trouvé dans ce réseau européen qui s'appelle Intermental Health. Et on avait des gens bizarres de différents pays qui avaient mis en place des programmes de recovery depuis un certain temps. Et c'était de comparer les différentes stratégies dans les différents pays européens sur le recovery, sur le rétablissement, qui était un des propos au départ. Ensuite, quasiment tout de suite, c'était l'accès à l'emploi. Ce qu'avait dit Luc là, l'accès à l'emploi, l'accès à la formation pour avoir un boulot. Et je me souviens donc, dans ce projet Emilia, un projet européen, c'était des personnes suivies dans le 19e arrondissement et dans le 10e arrondissement de Paris, et autour de la table, des personnes avec une psychose, avec une maladie bipolaire, donc des troubles psy lourds. On se mettait autour de la table, évidemment, pour faire une formation, c'est bien joli comme idée, mais il s'agit surtout d'avoir un objectif. Je vais me former pour faire quoi? Je veux quoi comme boulot? Le premier tour de table, c'est Emmanuel, l'expert en sciences de l'éducation ici. Le premier tour de table, les gens, c'était le silence total. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi votre objectif? Merci de le mettre sur le haut de votre bout de papier. Rien. Toutes ces personnes suivies en psychiatrie depuis des années, rien. Ils n'avaient pas de rêve d'avenir. Ou ils n'osaient pas le mettre, ils n'osaient pas le dire. Et puis, on a insisté, on a essayé toutes sortes de stratégies pour faire sortir ces idées, pour faire sortir une possible idée. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous avez, lorsque vous étiez petit, vous n'avez pas un rêve idiot, quelque chose de n'importe quoi, lorsque vous avez 3 ans, 4 ans, 5 ans, quelque chose que vous aimez, vous aurez voulu faire? Une personne a dit, astronaute. Et donc, Emmanuel, elle est bretonne, c'est comme ça, elle a écrit astronaute en haut du tableau. Et quelques mois plus tard, ce monsieur avait été inscrit dans son permis de conduire parce qu'au fait, il n'avait jamais eu de permis de conduire. Et quelques mois plus tard, avec un objectif qui était conducteur de camion.
Donc, construire à partir des rêves, des avenirs possibles, d'imaginer ça, ensuite imaginer des formations qui vont dans cette direction-là, de voir l'inscription. Donc, ce projet Emilia, c'était aussi beaucoup cette notion de recovery, de rétablissement, traduit par les méchants canadiens, recovery, de rétablissement. Et l'idée que le rétablissement soit l'objectif, que ce soit normal, que tout le monde peut le viser, que le système doit être basé dessus, c'était un peu la révolution, la première étape de cette révolution. L'idée que la priorité, c'était de trouver du boulot, d'avoir un logement. C'était ça l'idée. Pour toutes ces personnes qui étaient suivies et qui vivaient en milieu psychiatrique depuis des années. Ensuite, il y avait une deuxième notion qui est l'empowerment. Et évidemment, il y a, je ne sais pas combien de traductions de ce mot en français, il y a peut-être une vingtaine de différents mots d'autonomisation, de... C'est quoi les autres? Nous, on dit l'appropriation du pouvoir d'agir. L'appropriation du pouvoir d'agir, hein? Oui, c'est court, hein, c'est efficace. Hein? Oui. En fait, c'est un mot purement anglophone qui se traduit presque pas. Oui, oui, et pourtant, chaque morceau de ce mot, c'est d'origine française. Hein? En plus. Empouvoirment, empowerment, ça veut dire ce que ça veut dire. Quoi qu'il en soit, l'empowerment, c'est l'idée que c'est à la personne d'apprendre à gérer sa propre vie. Et ça nécessite des compétences. Et ces compétences peuvent s'apprendre. Donc, tout d'un coup, arrive ce genre de bête, tout de suite, les oreilles, tax, développer des compétences, construire sur ses savoirs d'expérience, l'expertise d'Emmanuel Jouette, d'arriver avec cette idée que même les choses pratiques de la vie de tous les jours avec une maladie, c'est des savoirs. Et on peut construire dessus. Et on peut commencer à se dire, ah non, ce n'est pas des automatismes bêtes, c'est quelque chose sur lequel je peux construire pour aller vers l'avant. Et même de se construire une vie là-dessus, de se dire, ces compétences-là, moi je les ai, Florence là, elle ne les a pas. Ah, peut-être que je pourrais les lui vendre. Peut-être que ça pourrait l'intéresser. Ma manière de gérer ma dépression. Peut-être que je pourrais lui apprendre des choses. Peut-être que ces savoirs d'expérience peuvent être valorisés. Et la valorisation des savoirs d'expérience, l'expertise d'Emmanuel, c'était la deuxième révolution dans ce projet Emilia. L'idée que ce que les gens ils ont appris dans leur parcours de maladie, ça a une valeur énorme, et valeur dans tous les sens. Valeur éthique, valeur morale, oui, mais aussi valeur argent. Oui, il faut les payer pour qu'ils donnent des cours, pour qu'ils aident d'autres gens, pour qu'on construise là-dessus. Une valeur reconnaissable et qui apporte plein de choses. Tous les arguments de longue date d'organismes comme Narcotiques Anonymes, Alcooliques Anonymes, etc., qui ont montré ça tant de fois. Et reprendre cette notion de recovery et de rétablissement dans le domaine de la santé mentale, aller dans cette même direction. La troisième chose, peut-être que Luc, tu n'en as pas assez parlé, c'était la troisième notion clé qui est à la base de ce livre-là, c'est cette notion, c'est quoi? Ben oui, l'inclusion sociale. Et c'est quoi l'inclusion sociale? L'inclusion sociale, ça ne concerne pas la personne, ça concerne la société. D'accord? Il faut changer la société pour que la société accepte les gens différents. Et c'est pareil pour quelqu'un qui est déprimé, par exemple, la dépression, le trouble le plus fréquent en France, 10% de la population, 8% de la population un jour donné. C'est quoi l'inclusion sociale de ces gens-là? C'est quoi la réaction d'une personne non déprimée face à une personne déprimée? Ils sont chiants. Ils ne font pas le boulot. Le collègue déprimé ne fait pas son travail.
la première réaction, c'est de dire « Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, mais il faut que tu apprennes à l'école, lorsque tu as cette réaction-là, peut-être que la personne est déprimée aujourd'hui. Ou peut-être que la personne a mal dormi. Des choses comme ça. Mais bref, c'est des trucs, des compétences de santé mentale que tout citoyen doit maîtriser. Est-ce que c'est clair? Donc tout ça, c'est l'objectif de ce livre-là, un peu. Ces 3 thèmes-là, rétablissement, inclusion sociale, empowerment. Le livre est ouvert par Deborah Lampshire, qui commence, une dame qui entendait des voix, rien n'allait. Le moment où elle est venue présenter ça, elle a ouvert la conférence qu'on a fait au ministère de la Santé en France. Deborah Lampshire, maître de conférence de l'Université de Auckland, en Nouvelle-Zélande. Maître de conférence à la fac, femme brillante, discours brillant. Vous n'avez que lire le discours. Emmanuel. Et ce que je voulais rajouter, c'était l'écart, en fait, de vous faire visualiser ou prendre conscience, si ce n'est pas déjà le cas, du moment où, il y a une dizaine d'années, où ces approches ou ces mots, rétablissement, etc., inclusion sociale, arrivaient en France notamment. Et le bouquin, il ne s'est pas... Nous, ça a été vraiment une vraie surprise que l'année dernière, on nous demande de le rééditer parce qu'il ne s'est pas beaucoup vendu à ce moment-là, en fait. La progression, ça a vraiment été dans les dernières années. Il y a eu un décrochage et un tournant vraiment dans les 3-5 dernières années sur ces questions-là. Et les acteurs qui font partie de ces mouvements-là, qui sont ici, le savent. Donc, il y a une accélération. Il y a une accélération aussi, malgré tout, Luc, au niveau des directives politiques. On a une personne présente de l'ARS ici. Et donc, je crois que... On a les mots rétablissement, on a le mot la pérédance. Il y a vraiment des choses importantes qui sont là en France. Après, les cas... Donc ça, il y a 10 ans, c'était absent. Donc, ce rêve, cet espoir-là, c'est vrai qu'il y a quand même... que tu viennes là, que des personnes concernées parlent régulièrement à des tribunes en France de façon ouverte et qu'il y a un travail sur le terrain, ça change tout de même. Après, il y a encore des pas énormes à faire pour que les pratiques arrivent. Et là où pour Jean-Marc, où je suis complètement d'accord, c'est qu'il manque très clairement en France une force politique forte des personnes concernées qui puissent accompagner les professionnels ou les administratifs et les gestionnaires, comme vous dites, à pouvoir mettre en place toutes ces actions et politiques axées sur le rétablissement. Donc, moi, j'avais à chaque fois... parfois, je conclus ces interventions en disant que moi, un de mes rêves à moi, c'est d'arrêter d'en parler. Voilà. Que cette notion-là soit complètement intégrée à la fois dans la formation initiale des professionnels de santé mentale, puisqu'on le rajoute, et dans les mouvements de recherche, de formation. Le mouvement, c'est en cours internationalement, toute cette notion de partenaire, de patient partenaire, de personne partenaire. Il y a des changements qui se font, mais ça va tout doucement. Et bon, voilà, je suis ravie d'en faire partie en tous les cas. Voilà. Si vous avez des questions. Alors, c'est pour ça que le bouquin, on a eu cette demande-là de le rééditer. Et donc, on a fait des actualisations. C'était intéressant parce que le Clubhouse, par exemple, il commençait en fait en 2005. Il était balbutiant. Et puis, donc, c'est ce qu'on en a dit. Donc, il y a eu des actualisations sur ça, ou tous les programmes, Chez Soi d'abord, ou ce que fait Marseille. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup avancé. Donc, c'est ça qui est intéressant de voir cette modification. D'abord, au Canada, la santé est de compétence provinciale. Ça veut dire que chaque province décide de son système de santé. Donc, on va parler pour le Québec. Oui, il y a des groupes d'entraide mutuelle au Québec répartis un peu partout sur le territoire, effectivement, qui sont financés par l'État. Voilà. Sur les effets des groupes d'entraide mutuelle, c'est ça la question? Savoir est-ce que ça a un effet ou pas? Ce qui manque, je pense, le plus, c'est l'évaluation, qu'on puisse étudier à travers la France. Il y a une série d'études qui ont été publiées, mais toujours pas assez. Il est clair que, quoi qu'il en soit,
les groupes d'entraide mutuelle qui marchent sont ceux qui sont animés, où les réunions sont animées par des usagers, et où accès n'est pas obligatoire absolument. Bref, il n'y a pas une pression institutionnelle autour, même si c'est animé d'une manière technique ou pratique par un professionnel engagé par un hôpital ou un CMP, etc. Bref, il y a un aide-soignant ou il y a un infirmier qui gère la salle, qui gère le tatata, etc. Mais là où ça marche, c'est là où ce sont les usagers qui y vont et qui apprennent quelque chose ensemble des autres usagers, où ils ont l'impression d'animer quelque chose eux-mêmes. C'est surtout cette révolution-là. Mais il nous manque une politique nationale ou régionale d'évaluation. On va conclure et remercier chaleureusement Luc de notre présence.